Et ça fait 5 ans que je sollicite. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette toute dernière édition de la rédaction sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a reçu un émissaire du roi Mohamed VI du Maroc. Et l'Égypte, classée comme la plus sûre donc en Afrique, le Soudan du Sud, le moins sûr. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée à la présidence, une délégation à sa tête, Mme Mounia Bousseta, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Maroc. Au cours de cette audience, l'émissaire du roi du Maroc a demandé à Djibouti de se joindre aux efforts du Maroc concernant un projet portant sur la problématique du Sahara occidental, ainsi que sur la nécessité que ce dossier soit transféré au siège de l'Union africaine. Rappelons que le Sahara occidental est le dernier territoire non autonome en Afrique depuis le retrait de l'Espagne coloniale en 1975. La République arabe sahraoui démocratique, entité dirigée par le Front Polisario, contrôle les territoires à l'est du mur de sable, une tranchée de 2700 km qui sépare le Sahara occidental en deux parties. En 1991, un armistice a été signé sous les auspices de l'ONU, mais non à la fois la création de MINUSCO, dont le mandat principal est la surveillance du cessez-le-feu et l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Il est à rappeler que M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a fait de la question du Sahara occidental une priorité de son mandat. Son dernier rapport fait état des préoccupations onusiennes concernant le non-respect du cessez-le-feu, les faibles rapprochements diplomatiques et les limites de la stratégie du statut. Suivez à présent un extrait de l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. C'était juste après cet entretien avec le chef de l'État. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc a rencontré aujourd'hui le chef de l'État. Elle était porteuse d'un message transmis donc par le roi du Maroc au président de la République. Vous savez, il y a ce sommet de l'Union africaine qui va se tenir très prochainement à Nouakchott. Et c'est toujours la question du Sahara occidental qui revient. Et les débats sont souvent très houleux quand il s'agit de traiter de cette question. Comme vous le savez, le dossier du Sahara occidental avait été transféré dans les années 80 aux Nations Unies. Et il y a tout un processus qui a été mis en place depuis l'époque. Et aujourd'hui, ce dossier revient par le fait de certaines délégations qui souhaitent que l'Union africaine se ressaisisse du dossier du Sahara occidental. Je crois qu'il est difficile d'envisager deux processus parallèles. Bien sûr, il y a ce principe de subsidiarité, veut que les régions ou les organisations régionales d'abord se saisissent des dossiers relatifs aux conflits, aux crises, aux problèmes de sécurité, voire même les problèmes frontaliers. Et ensuite, ces organisations régionales transmettent le dossier, une fois géré à leur niveau, à l'organisation continentale qui, à son tour, transmet le dossier aux Nations Unies. Cette fois-ci, l'OUA à l'époque, dans les années 80, avait décidé de transférer le dossier aux Nations Unies du fait que cette question posait d'énormes problèmes, surtout de dissension, voire même de cassure dans cette solidarité africaine qui se construisait à l'époque. Je crois que le retour de ce dossier au niveau de l'Union africaine risque encore une fois de susciter beaucoup de polémiques, beaucoup de dissensions au sein de l'organisation continentale. D'où la position de Djibouti est assez claire. Il est préférable que l'Union africaine soutienne le processus qui est déjà en cours au niveau du secrétaire général des Nations Unies. Voilà un petit peu les tenants et les aboutissements de cette visite et surtout les messages qui ont été donc échangés entre le roi du Maroc et le président de la République. Également dans l'actualité, la direction des CDC a procédé ce matin à la remise de plusieurs dizaines de livres composés de 2 ouvrages au bénéfice des CDC de Djibouti et des chefs-lieux des 5 régions dans la grande salle de réunion au Stade Goulet sous la houlette du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil. L'événement s'est déroulé en présence de la directrice des CDC, du directeur des régions, de la présidente de la caravane des livres et la directrice de la librairie Victor Hugo.
Les deux ouvrages qui composent ce lot de livres achetés par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport sont Ismaël Omar Guelleh, l'histoire de Djibouti, et l'autre, Debout l'artiste. Pour le premier ouvrage, au-delà de l'incitation à la lecture, il s'agit de faire connaître aux jeunes l'histoire de leur pays, relatée par un citoyen djiboutien et son évolution, ainsi que la biographie du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dont la stature se situe dans la lignée des grands hommes qui ont marqué le cours de l'histoire. Ceux qui ont contribué à la promotion de l'intérêt général et de l'épanouissement de leur peuple, contrairement à ceux qui se sont toujours complus sur le trône dans l'insouciance. Une biographie liée à l'évolution et aux périodes charnières de l'histoire de notre pays. L'autre ouvrage, Debout l'artiste, initié par la caravane du livre, est dédié en soutien et hommage à la diva Feu Fadouma Ahmed Dambil, PM et à Fouad Ahmed. Selon Madame Hibo Moumeni Alafa Salah, l'achat de ces livres est un geste de soutien et de solidarité, car l'argent récolté sera entièrement reversé à ces deux artistes. Pour ces dernières, le livre doit faire partie de notre vie, car, ont-elles indiqué, le livre est un outil de référence pour une évolution socialement positive de l'homme. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a de son côté exhorté les jeunes à lire cette biographie du président de la République, étroitement liée à l'histoire de l'évolution de notre pays. Lire aussi l'autre ouvrage, vous l'entendrez, a-t-il dit, en soutien à nos deux artistes qui ont contribué à la lutte pour notre émancipation. On l'écoute. Inciter à la lecture d'abord pour les jeunes garçons et filles. On va prochainement procéder à renouveler un peu les bibliothèques dans les CDC. Les livres sont faits pour être lus. Et j'exhorte tous les responsables des CDC, les directeurs, les animateurs, d'inciter les jeunes à venir lire dans les bibliothèques. Déjà, je sais que vous faites des cours pour les élèves qui passent les examens. Ce sera une bonne opportunité aussi pour les jeunes de venir lire ces genres de livres. Vous avez Debout l'artiste, c'est quelque chose de très important. Venir en aide à nos compatriotes, c'est faire un geste. Le geste, on est toujours là pour le faire. Donc on va accompagner Madame la directrice, qui retrace un peu l'histoire de la biographie du président de la République. Ce livre, vous allez voir aussi à travers cette biographie l'histoire de la République du Djibouti. Donc à tous les responsables des CDC, qu'ils soient de Djibouti-Ville ou des régions, il faut coûte que coûte que nos jeunes commencent à lire. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à ces deux dames. D'abord nous montrer les livres et après distribuer ces livres dans les CDC. À part les activités que vous faites, la bibliothèque dans les CDC va jouer un grand rôle. C'est vrai, on va vous initier à comment gérer une bibliothèque. Nous avons à côté aussi le CLAC qui va se faire dans quelques CDC de la capitale. Également dans l'actualité, 157 personnes condamnées pour diverses peines ont quitté ce matin la prison civile de Gabod et recouvert leur liberté suite à l'application d'un décret de remise de peine signé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, et ce à l'occasion des célébrations de la fête de la Eid al-Fitr qui marque la fin du jeûne du Ramadan. Au 4e jour des célébrations de la fête de la Eid al-Fitr, ces anciens condamnés pour diverses infractions ont pu retrouver leur famille. 51 personnes ont également vu leur peine réduite. Au total, ce sont 208 personnes qui ont bénéficié de la mansuétude du chef de l'État. Les personnes graciées de nationalité étrangère seront rapatriées ou reconduites dans leur pays d'origine. Écoutez le directeur de la prison civile, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Younis. Acte est plutôt une décrue sur les établissements pénitentiaires, puisque ces derniers temps, la population carcérale étant en hausse. Donc ça permettra également de
de voir les conditions de détention de la population carcérale s'améliorer et les conditions de travail des surveillants. Et ont été exclues de cette mesure de grâce les personnes condamnées pour menaces et violences envers des ascendants âgés, ceux impliqués dans le trafic ou traite des êtres humains, dont les passeurs des migrants clandestins, ceux accusés de viol ou d'agression sexuelle, ceux ayant trempé dans le trafic et l'usage de stupéfiants, ceux impliqués dans des actes terroristes, et enfin ceux qui ont été incarcérés pour refus d'exécution des décisions judiciaires. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'information de l'Agence nationale des systèmes de l'information de l'État, Mustafa Mohamed Ismail, accompagné du directeur de la sécurité de cette agence, Ibrahim Younis Amal. Était présent à cette réunion M. Elmi Moussa Hassan, conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, et de M. Mohamed Souleiman Miyed, le directeur de la documentation et de l'expertise technique. Le but de cette réunion était l'utilisation de la plateforme Data Center de l'agence pour l'hébergement des applications numériques de l'Assemblée nationale, entre autres le portail et la messagerie de l'Assemblée nationale, et la mise en place d'un cadre de travail entre la représentation nationale et cette agence étatique. En nouvelle nationale toujours, l'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, en étroite collaboration avec l'Office national aux réfugiés sinistrés de Nars, ont tenu aujourd'hui une cérémonie de clôture d'un projet sur l'autonomisation des jeunes locaux et l'intégration des réfugiés au Palais du Peuple. En effet, la République de Djibouti accueille plus de milliers de réfugiés dans les villages des réfugiés de Ali Adé et de Markazi. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, et la représentante de l'OIM à Djibouti ont préparé cette cérémonie. Ont suivi. Donc c'était un projet ambitieux, mais on y est arrivé. Tout ça pour dire qu'en République de Djibouti, les choses sont possibles rapidement. La loi, on a mis en œuvre tous les défis malgré les difficultés. 40 projets ont été mis en œuvre, 40 projets avec 80 bénéficiaires, 40 réfugiés, 40 Djiboutiens qui avaient besoin de trouver du travail, qui faisaient partie du registre social, qui faisait partie du registre de la Chambre de commerce, mais aussi du registre de l'ADDS. Ces 80 bénéficiaires ont bénéficié de projets et ont mis en place leurs micro-entreprises. Ce projet intitulé Autonomisation des jeunes locaux et d'intégration des réfugiés vise à offrir des réelles opportunités économiques à quelques 80 jeunes issus des communautés urbaines et locales. C'est ce qu'a indiqué la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, que je propose d'écouter. Mesdames et messieurs, ce projet prend tout son sens dans un contexte bien précis, le contexte du chômage des jeunes. En effet, la question de l'emploi des jeunes demeure un enjeu majeur dans ce début du siècle. Nos différentes institutions, lycées, centres de formation technique, l'université, mettent chaque année des milliers de jeunes djiboutiens, diplômés ou non, sur le marché du travail à la recherche d'un emploi décent. Il est à constater que l'offre d'emploi au niveau de la fonction publique est saturée et ne peut plus absorber l'ensemble des demandes d'emploi. C'est une réalité cruelle auquel nous devons apporter des réponses rapides et durables. La problématique de l'accueil et de l'insertion des réfugiés demeure elle aussi un défi majeur pour notre pays. Et l'actualité internationale récente a montré que cela reste une préoccupation planétaire. Djibouti a été et reste une terre d'accueil, ce qui témoigne de sa diversité culturelle. Cette tradition d'ouverture s'est traduite au niveau juridique par l'adoption d'une législation plus favorable à l'insertion socio-professionnelle des populations réfugiées. Le département des affaires sociales, de par sa mission de lutte contre la pauvreté et la promotion de l'action sociale, s'est donné pour objectif de favoriser l'amélioration des conditions de vie et l'intégration socio-professionnelle de nos concitoyens en difficulté à travers des actions novatrices.
Écoutons cette fois l'intervention du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar. La République de Djibouti accueille, depuis l'indépendance, fièrement et à cœur ouvert, un grand nombre de réfugiés émanant des pays limitrophes, et cela malgré ses ressources limitées. Fier de notre politique d'ouverture, le gouvernement de Djibouti a adopté une loi sur le statut des réfugiés qui reconnaît l'exercice de droits fondamentaux aux réfugiés, le droit à une éducation de qualité pour tous, le droit à la santé, etc. Mesdames et messieurs, notre politique d'accueil et d'amélioration des conditions de vie vient d'être saluée, encore une fois, par la communauté internationale, avec la désignation de notre pays, la République de Djibouti, comme pays de la paix pour l'année 2018. Et je cite, pôle de stabilisation dans l'Afrique de l'Est par l'Organisation internationale Paix mondiale sans frontières. En nouvelle nationale toujours, sous le patronage du ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helan, le colonel Waassim Al-Bokhari, commandant de la garde-côte, a présidé aujourd'hui au compte de Dolalé une cérémonie de clôture de formation portant sur la mécanique navale de base et destinée au personnel du service technique des gardes-côtes. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, le lieutenant-colonel Ahmed Jama' Farah, commandant de la marine nationale, ainsi que des représentants des forces armées des pays amis stationnés à Djibouti, on prépare également à cette cérémonie. Les participants ont acquis des connaissances théoriques et pratiques sur la maintenance et la réparation des moteurs utilisés à bord des bateaux des gardes-côtes. Cette formation menée de manière autonome par les gardes-côtes est le reflet et la volonté du commandement de la garde-côte pour améliorer les capacités des agents sur le terrain et leur savoir-faire dans leur service. Et la cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats de réussite aux stagiaires qui ont participé à ces formations. Le commandant de la garde-côte, le colonel Waassim Al-Bokhari, a félicité les stagiaires qui ont profité de ces formations, en les exhortant de traduire concrètement leurs connaissances sur le terrain afin de faire honneur à leur patrie. Voici ses propos. Dire que je tiens à vous accueillir pour cette cérémonie de clôture dédiée à la fin d'une formation de base sur la mécanique navale, mécanicien du bateau, dont ont profité 34 membres de la garde-côte djiboutienne, et je vous remercie de nous honorer votre présence. Excellence, mon général, la formation sur la mécanique des bateaux a fourni aux stagiaires des connaissances adéquates pour la maintenance et la réparation des patrouilleurs et des bateaux de la garde-côte djiboutienne. Ces formations de niveau AED a duré 4 mois. Tenu ici 7 camps de Doralé au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne. Excellence, mon général, notre institution poursuit sans relâche son objectif de se doter d'un programme d'instruction performant, autonome et de haute qualité afin de renforcer et continuer les aptitudes du personnel de la garde-côte djiboutienne et leur permettre d'exécuter leur mission dans les meilleures conditions au domaine maritime djiboutien. Un atelier de formation sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Fait-il entendre que dans la sauvegarde d'un patrimoine immatériel, qu'il ne s'agit pas de grands monuments ou de sites historiques qu'il faut protéger, mais de laisser perdurer dans la mémoire collective des pratiques anciennes et plus communes que les humains se sont transmis de génération
en génération, qu'il s'agisse de danse traditionnelle, de livres anciens, de fabrication de tapis, de cuisine et d'art culinaire, de tissage, de pratiques traditionnelles, de décoration murale, de fêtes traditionnelles et jeux traditionnels, etc. Cet atelier est organisé par le ministère des Affaires religieuses, de la culture et des biens waqf, en partenariat avec l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement ont assisté à la cérémonie d'ouverture de cet atelier, dont bien évidemment le ministre de la Culture, Mohamed Hassan Barre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, qui est également le président du Comité national pour l'éducation, la science et la culture, le ministre de la Communication en charge des postes et des télécommunications, Abdi Youssef Segué, le directeur du département de la culture de Ali Hassan et des autres responsables des différents départements ministériels ont suivi cette cérémonie. Des experts de l'UNESCO, dont Madame Caroline Montel et de Mohamed Lamine, ont animé donc cet atelier. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens waqf, Mohamed Hassan Barre, a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de cette formation organisée par son département ministériel en coopération avec l'UNESCO pour préserver donc le patrimoine culturel immatériel de Djibouti. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue en vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation pour participer à cet important atelier organisé conjointement par mon département et le bureau de l'UNESCO à Nairobi. Le thème principal de cet atelier est axé sur la sensibilisation au patrimoine culturel immatériel permettant une meilleure compréhension des outils de la Convention de 2003 de l'UNESCO, à laquelle notre pays est adhéré. Donc je saisis cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements à la dynamique conseillère régionale pour la culture, Madame Caroline Montel, et l'expert international, M. Mohamed Lamine, qui vient pour la première fois à Djibouti. Mesdames et Messieurs, grâce à l'appui permanent du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et son engagement constant en faveur de la culture, la promotion du patrimoine culturel national devient une priorité, renforçant le repère identitaire et enrichissant notre héritage séculaire, au vu de manifester l'intérêt que nous portons à la sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel. Je conduis une délégation du ministère de la Culture pour prendre part aux travaux de la 7e Assemblée Générale de la Convention de 2003 qui s'est tenue à Paris au siège de l'UNESCO du 3 au 6 de ce mois-ci. Et le ministre des biens waqf a dans sa seconde partie de son intervention souligné qu'à travers cette initiative, la République de Djibouti inscrit son patrimoine dans l'universalité du génie humain. Elle englobe, a-t-il dit, non seulement les vestiges monumentaux des cultures, mais aussi et surtout la culture vivante et ses manifestations innombrables, qu'il s'agisse des paysages culturels, fruits de l'interaction de l'être humain avec son environnement naturel. Voici ses propos. Cette mission s'est soldée par un grand succès, car pour la première fois notre pays est élu membre du comité intergouvernemental, ce qui affirme notre engagement actif et effectif à travailler de concert avec les autres pays signataires de la Convention et les institutions de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs, parmi les premiers fruits de l'adhésion de notre pays à cette Convention, la tenue de ces premiers ateliers relatifs à la sensibilisation sur la Convention de 2003, dont l'objectif est d'accroître la prise de conscience et d'améliorer la compréhension pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel chez les acteurs et représentants des institutions nationales, des centres de recherche et de formation, des groupes sociaux, des individus détenteurs de savoir, auteurs et artistes, et ainsi de suite.
Ce sera donc une aubaine pour nos acteurs culturels d'en tirer la substance et de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de cette convention. Mesdames et messieurs, j'émets le souhait que les connaissances qui seront dispensées par l'expert international contribueront à la sensibilisation de l'importance du patrimoine culturel immatériel afin de prendre les mesures nécessaires pour les protéger des effets de la mondialisation accélérée et du trafic illicite des biens culturels. Je vous remercie. Des vacances à passer à Tadjoura en cette période de grandes vacances d'été. Les Djiboutiens ont commencé à fuir la capitale pour des régions où le climat est plus doux. C'est ainsi que les villes côtières situées en hauteur comme Tadjoura voient arriver de nombreuses familles. Certains cherchent à regagner leur hameau où ils ont grandi et se dirigent vers Randa, Goda, Adailou, le Daï et le Mabla. En cette période marquée par l'absence du ferry qui assurait donc jusqu'à la liaison maritime, les vacanciers sont contraints de prendre la route Roi Fahad via le lac Assal pour arriver à Tadjoura, le chef-lieu de la région. Puis recours aux pistes pour parvenir à destination. Au vu de cette situation qui marque les mouvements internes de la population, les autorités de la ville de Tadjoura exhortent les chauffeurs de bus de rester vigilants et rouler avec prudence afin d'éviter toutes sortes de risques sur la route. Le centre médical de Tadjoura, toutefois prédisposé et reste mobilisé avec ses moyens matériels et humains en cas de moindre alerte d'accident routier. De ce côté, la gendarmerie de la brigade de Tadjoura assure tout au long de la route le contrôle et l'excès de vitesse considéré comme donc la principale cause d'accident. Autre nouvelle pour clore l'actualité nationale, un feu a ravagé ce matin plus de 11 maisons à Balbala. Les pompiers ainsi que les forces de l'ordre étaient à pied d'œuvre toute la journée pour circonscrire le sinistre. Aucune victime n'est fort heureusement déplorée. Les raisons de cet incendie sont toujours inconnues, mais une enquête a été ouverte pour déterminer. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. L'Égypte, classée comme la plus sûre en Afrique, le Soudan du Sud le moins sûr. C'est ce qu'a révélé un nouveau sondage mondial Fardeus. Bonsoir Asma, on a fait donc le Soudan du Sud a été classé le pays le moins sûr sur l'Afrique, suivi du Gabon, le Libéria. L'Afrique du Sud a révélé donc un nouveau sondage mondial. Le rapport a également classé l'Égypte comme le pays le plus sûr en Afrique, à la 16e position sur 135 pays dans le monde, le plus élevé que le Royaume-Uni, les États-Unis qui sont venus en position 21 et 35e respectivement. L'ordre mondial annuel donc Gallup a également cherché à savoir si les gens se sentaient en sécurité la nuit et s'ils avaient été victimes d'un crime. Singapour a pris la première place alors que le Venezuela était classé le pays le moins sûr dans le monde. Et au Japon, un puissant tremblement de terre a touché l'ouest du pays aujourd'hui, tuant 3 personnes, dont une petite fille de 9 ans et provoquant donc coupure de courant et suspension de trafic ferroviaire à une heure de forte affluence. Et oui, Asma, les autorités de régulation nucléaire ont indiqué n'avoir rien détecté d'anormal dans les centrales de la région, tandis que plusieurs groupes, dont Panasonic et Honda, ont temporairement suspendu leur production pour procéder à des vérifications. Un homme donc de 80 ans a également été tué par la chute d'un mur et un autre octogénaire de 84 ans est mort écrasé par un meuble de chez lui. Si aucun dégât matériel majeur n'a été constaté, des dizaines d'incendies ont également été constatés selon donc les médias. Pour d'autres, cet épisode a ravivé le traumatisme du séisme survenu le 11 mars 2011 dans le nord-est du pays, suivi d'un terrible tsunami qui a fait plus de 118 000 morts et disparu et provoqué un accident majeur à la centrale nucléaire de Fukushima. Et au Macédoine, un accord historique et déserte.
Et oui, une nouvelle nuit de troubles Asma en République de Macédoine. Des affrontements ont éclaté donc hier soir entre les forces de l'ordre et quelques 2000 protestataires devant le Parlement. Une dizaine de personnes, dont 7 policiers, auraient été blessés. La colère s'intensifie à cause d'un accord passé sur un nouveau nom du pays au moment où donc la signature de cet accord historique a été signée par les ministres des Affaires étrangères grecs et macédoniens. Un accord qui vise à désamorcer un différend de 27 ans sur le nom qu'Athènes revendique sur son ancienne province. Prévu pour entrer en vigueur sous 6 mois, il doit lever le verrou grec et l'entrée donc du pays dans l'Union européenne et l'OTAN, mais il doit également être ratifié par le gouvernement de Macédoine, approuvé également par référendum, acté par une révision constitutionnelle, un résultat qui est loin d'être assuré. Et enfin, en Allemagne, pressée par l'aile droite de sa coalition gouvernementale de resserrer sa politique migratoire, Angela Merkel pourrait être prise en difficulté par la CSU. Et oui, Asma, l'aile droite de la coalition gouvernementale en Allemagne met un coup de pression supplémentaire à Angela Merkel pour qu'elle restreigne l'accueil de migrants aux frontières en imposant un ultimatum susceptible de plonger le pays dans une grave crise politique. L'Union chrétienne sociale, qui se prépare donc à des difficiles élections régionales en Bavière en octobre, exprime son impatience sur la question migratoire. Elle accuse la chancelière et son parti démocrate chrétien, le CDU, avec lequel elle est pourtant alliée depuis 1949, de laxisme. L'arrivée d'à plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015-2016 a créé une onde de choc politique dans un pays qui ne faiblit pas. Merci François Hussein pour ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci à la régie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 15 h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti, bien évidemment.